enregistrer. Donc, on avait parlé la dernière fois de la cryptographie. D'accord, des techniques cryptographie, ou bien en général, on avait parlé de la cryptologie. On a dit que c'est une science qui se compose en deux grandes branches, cryptographie et cryptanalyse. Donc, cryptographie et cryptanalyse, donc ils sont complémentaires. L'une permet de créer les techniques, les algorithmes de cryptographie, et l'autre, la cryptanalyse, permet de trouver les failles de ces algorithmes, à chaque fois trouver les failles pour améliorer les algorithmes. On avait dit qu'il y a deux types de cryptographie symétrique et asymétrique selon la clé utilisée. Donc, si la clé de chiffrement et de déchiffrement est la même, on dit que les algorithmes sont symétriques, sinon, ils sont asymétriques. D'accord? Dans le symétrique, c'est la même clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Et dans l'asymétrique, le chiffrement asymétrique, donc on a dit que chaque utilisateur possède une clé pour chiffrer et une clé pour déchiffrer. Une clé publique que tout le monde pourra connaître et une clé privée qui doit être gardée en toute sécurité. Donc, chacun possède deux clés, à la différence de la cryptographie symétrique où chaque utilisateur possède plusieurs clés partagées avec les autres. Donc, ça, c'est la première différence. Donc, chiffrement asymétrique, chaque utilisateur possède seulement une paire de clés. D'accord? Une clé publique privée, c'est une paire de clés. Dans le chiffrement symétrique, chaque utilisateur possède une trousse de clés. On peut l'appeler trousse de clés. Donc, lorsqu'il veut lire un message, il va vérifier quel est l'émetteur du message. Donc, il a une trousse, chacun a une trousse de clés. Il va vérifier quelle clé, quel utilisateur a envoyé pour chercher la clé correspondante pour déchiffrer. Tandis qu'ici, pour déchiffrer, il va utiliser directement sa clé privée. D'accord. Donc ça, c'est en ce qui concerne le nombre de clés et la gestion de clés. Donc la gestion de clés ici, elle est un peu difficile par rapport au chiffrement asymétrique parce que déjà le nombre augmente, s'accroît rapidement ici. Lorsqu'un nouveau utilisateur vient, il va contacter tous les utilisateurs. Donc, je ne sais pas, il y a un schéma ici. Si on a 4 utilisateurs, on a 6 clés partagées entre les utilisateurs. Donc, le nombre de clés dans un chiffrement symétrique ici, nombre de clés symétrique, c'est 1 au carré moins 1 sur 2. Donc, si vous remplacez 1 ici, il y a 4 utilisateurs, vous allez trouver, il y a 6 clés partagées. Donc, une clé ici, une autre, donc il y a 6 clés. Si un nouveau utilisateur arrive, il va déranger tous les utilisateurs, les 4 utilisateurs, pour échanger une clé avec les 4 utilisateurs. Donc, il y aura 4 clés en plus. Donc, s'il y a un sixième, donc il va y avoir 5 autres clés. D'accord? Échanger entre les utilisateurs. Tandis que dans le système asymétrique, il suffit qu'un utilisateur génère, soit le système lui génère ou bien il va générer une paire de clés. Les autres vont récupérer sa clé publique pour chiffrer, pour lui envoyer des messages. Et pour lire, par exemple, cet utilisateur, c'est un nouveau utilisateur, pour lire les messages reçus, il va utiliser juste sa clé privée. D'accord? Donc ici, si on a 2 utilisateurs A et B, si A veut envoyer à B, il va utiliser la clé publique de B. Il ne va pas utiliser sa clé publique. D'accord? Il va utiliser la clé publique de B parce que pour que par la suite, B pourra déchiffrer le message reçu par sa clé privée. Parce qu'une clé qui est chiffrée avec la clé publique, elle va être déchiffrée avec la clé privée associée. Parce que si je chiffre avec ma clé publique, l'autre ne pourra pas déchiffrer parce qu'il ne possède pas
ma clé privée qui est gardée avec moi en toute sécurité. D'accord? Est-ce que vous avez des questions d'abord jusqu'ici? Donc, c'est juste un rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, ici, on a donné les... Oui, je n'ai pas expliqué l'authentification des clés ici. On avait parlé... Vous êtes en train de m'écouter? Oui. Merci. Donc, on avait parlé des avantages et des inconvénients du chiffrement symétrique et asymétrique. Donc, pour le symétrique, l'inconvénient majeur, c'est l'échange de clés. Comment échanger la clé sur un canal non sûr, comme Internet, par exemple? Gestion de clés et nombre de clés, bien sûr, c'est des inconvénients. Les avantages, donc, il est rapide qu'un algorithme asymétrique. Il peut être utilisé pour le chiffrement local. Pour l'asymétrique, l'échange de clés, il n'y a pas d'échange de clés, donc c'est un avantage. Nombre de clés réduit. Et aussi utiliser une seule clé pour lire tous les messages. On avait parlé de tout ça. L'inconvénient, on avait dit qu'ils sont lents par rapport aux algorithmes symétriques, de 100 à 1000 fois lents. D'accord? Donc, j'ai cité le problème aussi ou bien l'inconvénient de l'authentification des clés, donc je n'ai pas expliqué. Donc, dans un système asymétrique, si un utilisateur, par exemple ici A, veut envoyer un message à l'utilisateur B, il va chiffrer le message avec la clé publique de B, avec la clé publique de B. Si un autre utilisateur C veut envoyer un message à B, il va aussi utiliser la clé publique de B. Si C veut envoyer à A, il va utiliser la clé publique de A. Donc, les clés publiques doivent être disponibles. Donc, comment il va y avoir cette clé publique? Donc, soit il va demander à l'utilisateur lui-même de lui envoyer la clé publique. C'est pas grave s'il lui envoie en clair la clé publique, donc elle est publique, tout le monde peut voir la clé. Soit il va la retrouver sur un annuaire. Donc il y a un annuaire, d'accord, il va le retrouver. Donc l'annuaire, il y a le nom d'utilisateur, il y a la clé associée, clé publique. D'accord. Donc par exemple, utilisateur 1. D'accord, c'est un tableau. L'utilisateur 1, donc sa clé publique, c'est ça par exemple. Donc l'utilisateur 2, sa clé publique, ainsi de suite. D'accord, donc ça c'est un annuaire. Là où on va retrouver les clés publiques, je vais utiliser cette clé publique pour envoyer à l'utilisateur 1 ou bien l'autre pour l'utilisateur 2. Ou bien, soit j'utilise un annuaire, soit je vais demander carrément à l'utilisateur de m'envoyer sa clé publique. Donc, à votre avis, laquelle des solutions est meilleure? Laquelle des deux solutions? Ou bien, c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient de chacune des solutions? C'est-à-dire demander une clé publique ou bien le retrouver sur un annuaire. Est-ce que vous avez une réponse? Laquelle des deux est meilleure? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser un annuaire qui existe ou bien de demander? Donc, soit l'utilisateur A va envoyer à l'utilisateur B. Donc, les deux solutions, donc, chacun a un problème, a un inconvénient. D'accord?
Je commence par la solution là où il y a un annuaire. Donc, l'annuaire doit être sécurisé. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui pourra changer. Donc, si l'annuaire est attaqué, donc il est sur un serveur qui est sécurisé, s'il est attaqué, qu'est-ce qu'un pirate pourra faire? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'un pirate pourra faire ici? À part, bien sûr, il pourra détruire toutes les clés. Donc ça, c'est... Qu'est-ce qu'il pourra faire pour pouvoir lire par la suite des messages sensibles? Annuaire normalement. Demander la clé publique. Donc, Bessaïm m'a dit demander la clé publique, c'est mieux. Et Rahish me dit l'annuaire. Chacun des deux méthodes a un inconvénient qu'on peut régler. D'accord? Donc, ce n'est pas un inconvénient. Par exemple, ici, lorsque je parle de l'inconvénient échange de clés dans le symétrique, je dois échanger de clés d'une manière sécurisée. Je dois. Mais ici, d'accord, je dois et je n'ai pas une solution. Je ne vais pas dire je ne vais pas échanger la clé. D'accord. Donc ici, dans l'asymétrique, il y a le problème d'authentification des clés. Est-ce que la clé... D'accord, authentification de la clé. Donc, il y a une solution. Donc, par exemple, ici, dans l'annuaire. Vous avez l'annuaire ici. Donc, est-ce que je vais consulter l'annuaire ou bien envoyer? Donc, je vais commencer par l'annuaire. Donc, s'il n'est pas sécurisé l'annuaire, c'est-à-dire quelqu'un va le pirater ou bien pourra accéder et modifier, il pourra facilement mettre sa clé publique. D'accord? La clé publique du pirate. Donc, par exemple, il va mettre sa clé publique. Qu'est-ce qui va y arriver? Un utilisateur qui veut envoyer un message à l'utilisateur 2, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut envoyer un message à l'utilisateur 2, il va utiliser cette clé publique. Et cette clé publique n'est pas la clé publique réelle de l'utilisateur 2, c'est la clé publique du pirate. C'est une clé publique du pirate, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pirate a la clé privée associée. D'accord? Un pirate va générer une paire de clés. Il y a des algorithmes qui permettent de générer une clé publique privée. D'accord? Donc, il va générer la clé privée, il va la garder chez lui et il va mettre ici la clé publique, sa clé publique. Donc, si un utilisateur envoie à l'utilisateur un message, qu'est-ce que le pirate va faire? Il va intercepter le message. Il est chiffré, c'est vrai, il est chiffré. Mais même l'utilisateur 2 qui va recevoir, il ne pourra pas le lire avec sa clé privée. Il ne pourra pas le lire parce que ce n'est pas la clé qui est associée. Le pirate va intercepter, donc il pourra lire. Est-ce que c'est clair? Donc ici, par exemple, l'utilisateur A va envoyer à l'utilisateur B. Donc, si dans l'annuaire, il va récupérer la clé B qui n'est pas réellement la clé B, mais c'est la clé d'un pirate, le pirate va intercepter le message, l'utilisateur soit l'intercepter et l'envoyer. Donc, dans ce cas-là, l'utilisateur B ne va rien comprendre. Il va dire il y a une erreur dans le message. Il y a une erreur. Donc, le pirate pourra faire plus. Il pourra même lire le message pour que B ne s'en rende pas compte. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra lire le message parce qu'il a la clé privée. Il va déchiffrer le message avec la clé publique de l'utilisateur B qu'il a écrasé ou là, il a sauvegardé chez lui. Il pourra chiffrer le message, le même message qu'il a lu. Il va l'envoyer à B pour qu'il ne s'en rende pas compte. Il ne va pas s'en rendre compte. D'accord? Donc, l'annuaire, il faut qu'il soit bien sécurisé pour ne pas avoir ce problème-là. L'autre solution, c'est-à-dire l'utilisateur A va demander à l'utilisateur B, c'est la même chose. Si quelqu'un va intercepter la clé publique, il va l'intercepter. Il ne va pas laisser passer à l'utilisateur A, il va mettre sa clé publique. D'accord? Il va mettre sa clé publique, le pirate, la clé publique de C par exemple. Donc, l'utilisateur A, il ne va pas recevoir la clé publique de B, mais une autre clé publique avec laquelle il va chiffrer. Donc, le pirate pourra lire le message.
et l'utilisateur B, d'accord, le pirate pourra lire le message envoyé de A à B. La solution à ça, c'est l'authentification des clés. Il faut authentifier les clés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que la clé appartient bien à cette personne-là? Donc, il y a une solution à ça qu'on va voir par la suite, c'est certifier les clés. Certificat, c'est-à-dire mettre une signature à cette clé pour voir, pour être sûr que la clé appartient bien à cette personne et pas à une autre personne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, j'avance. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la cryptographie. D'accord? Il n'y a pas seulement le chiffrement dans la cryptographie, j'ai expliqué déjà ça. Il y a aussi des algorithmes pour vérifier l'intégrité, c'est-à-dire toute modification. Il y a aussi des algorithmes qui permettent de créer des signatures. Donc, les signatures permettent de vérifier, d'authentifier les clés et d'authentifier aussi des personnes. Donc, c'est les algorithmes qui permettent de créer des signatures. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec la cryptographie. Donc, il y a d'autres solutions aussi dans la sécurité. Donc, j'ai parlé, donc, je vais revenir sur le slide là où on avait parlé de comment se protéger, comment se protéger des attaques. On avait parlé des bonnes pratiques. Donc, parmi les bonnes pratiques, c'est les sauvegardes des données. Donc, sauvegarder les données dans une autre zone géographique ou bien, d'accord. On avait parlé de la cryptologie et utiliser d'autres outils. Par exemple, firewall ou bien les IDS. Je vais parler maintenant des firewalls. Donc, c'est quoi un firewall? On appelle aussi les murs de feu. D'accord? Donc, un firewall, c'est quoi? C'est un dispositif. Donc, ça peut être un matériel ou bien logiciel. Donc, vous pouvez acheter un firewall. Ça va être un matériel que vous allez placer entre votre réseau ou bien, bon, généralement, on les place, on l'utilise dans les entreprises on va le mettre entre le réseau local, le réseau interne, par exemple d'une entreprise, et d'un réseau externe, par exemple Internet. Donc, c'est un réseau externe. Donc, le firewall, on va le mettre entre les deux réseaux. Qu'est-ce qu'il va faire le firewall? Il va surveiller le trafic réseau, le trafic entrant et sortant. Donc, lorsque je parle de trafic, qui peut me dire c'est quoi le trafic lorsque je dis il surveille le trafic réseau? Donc, trafic réseau, c'est les paquets qui circulent sur le réseau. D'accord? Les paquets de données qui circulent sur le réseau. Donc, le pare-feu ou bien le firewall va surveiller le trafic qui sort et qui entre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire un firewall? Il va bloquer les données ou bien laisser passer. Donc, il va accepter l'entrée ou bien la sortie d'un paquet, ou bien il va le bloquer. Donc, selon quoi? Selon des règles. D'accord? Donc, le pare-feu va bloquer ou bien laisser passer un paquet, soit entrant ou bien sortant. Donc, selon une règle, selon des règles préétablies. D'accord? Donc, comment il va bloquer, donc, ou bien les règles, donc les paquets, je vais arriver. Donc, les paquets de données qui sont échangés entre un réseau extérieur et une machine, interne par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? L'entête de paquet, on va retrouver les informations suivantes. Je ne sais pas si vous avez un petit peu fait réseau.
mais c'est déjà des informations que vous pouvez, quand je vais expliquer. Donc, dans un paquet, on va retrouver les informations suivantes. Par exemple, dans l'entête du paquet, on va retrouver l'adresse IP de la machine émettrice qui a émis le paquet, l'adresse IP de la de la machine destination réceptrice, le type de paquet, donc type de paquet soit TCP, UDP ou autre type, numéro de port. Donc, c'est quoi un numéro de port? C'est un numéro qui est associé à un service donné. Par exemple, je vais dire le numéro 80, il est destiné pour web. Donc, soit pour un service ou bien une application, d'accord. Par exemple, 80, ça concerne web. 25, c'est pour les courriers électroniques. 23, c'est le protocole Telnet, d'accord. Donc bon, d'accord. Donc, un paquet, je vais réexpliquer. Donc, le firewall, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il va surveiller les paquets, qui circulent, qui entrent et qui sortent vers le réseau interne, là où on a mis le firewall. Donc, qu'est-ce qu'il va surveiller? Qu'est-ce qu'il y a dans les paquets? Il y a l'entête. L'entête, il y a les informations suivantes. Il y a l'adresse de la machine, l'adresse destination, adresse source, il y a le type de paquet, numéro de port. D'accord? Donc, voilà, donc j'ai mis ici des exemples de règles par feu. Donc, par exemple, l'action, on va accepter, d'accord, on va accepter ou bien deny pour ne pas accepter, par exemple, le bloquer. D'accord? On va accepter un paquet dans la source, l'IP source. C'est celui-là, 192.168.20. IP destination, on donne l'adresse IP de la destination. Le protocole utilisé, c'est TCP. D'accord? Le port, 25 par exemple, courrier électronique, donc destiné au courrier électronique. Donc, je vais accepter. Donc, lorsqu'on reçoit ou bien on reçoit un paquet dont l'IP de la source, c'est ça, IP destination, c'est ça, et le port 25, je vais laisser passer le paquet. D'accord? La même chose ici, j'accepte. Ici, lorsqu'on va mettre any, c'est-à-dire n'importe quelle adresse, je vais accepter, mais la destination, ça sera ça. Le protocole TCP, le port, dans 80 ici, ça concerne service web, c'est-à-dire toute application web. Et je vais, donc il y a le deny ici pour ne pas accepter les autres. Any, c'est-à-dire autre chose. D'accord? Donc c'est des exemples de règles utilisées par un firewall. D'accord. Donc sur Linux, on peut utiliser des commandes. Deny, l'adresse IP, d'accord. Vous pouvez même installer, bon, il faut avoir au moins 2 machines, ou bien, donc vous pouvez même sur votre machine, donc installer un firewall il y a sur Windows un firewall que vous pouvez utiliser. Donc je ne sais pas si vous configurez votre firewall. Donc, lorsque vous êtes en train d'accéder à des sites, des fois, il va vous bloquer. Il va vous dire qu'il faut désactiver le firewall pour pouvoir accéder à ce site-là. Donc, vous pouvez utiliser le firewall de Windows. Vous pouvez même installer un firewall qui existe et le configurer, essayer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est comment un firewall fonctionne. Donc, c'est selon les règles. Donc, il va surveiller les paquets et les entêtes, précisément les entêtes de paquets. Il va laisser ce que vous lui avez configuré. Donc, ça, c'est les règles configurées. On va lui dire acceptez ça et n'acceptez pas ça. D'accord?
D'habitude, le port 23, je n'ai pas mis ici un exemple du port 23. Donc, le port 23, il est souvent bloqué par défaut, donc si on est dans les entreprises. Pourquoi? Parce que le port 23, ça concerne le protocole Telnet. Et le protocole d'Internet, ça permet de communiquer avec une machine distante. Et Telnet, c'est un protocole là où il n'y a pas de chiffrement, donc il n'est pas chiffré, il n'y a pas des communications chiffrées. Donc, on préfère le protocole SSH. D'accord, Telnet, il n'y a pas de chiffrement, donc généralement le port 23, on le bloque. D'accord. Donc, type de pare-feu. Donc, peuvent être des logiciels ou des matériels. Donc, vous connaissez les logiciels. Donc, logiciel, c'est-à-dire installer une application. Il y a l'application pfSense. C'est un pare-feu que vous pouvez utiliser et configurer votre machine. Mettre les règles nécessaires. D'accord. Et ici, il est préférable d'avoir les deux. Donc, dans une entreprise, il est préférable d'installer un logiciel sur la machine, des machines, et aussi d'avoir un matériel pare-feu. Donc, le logiciel, il est installé sur chaque ordinateur. Il contrôle le trafic, bien sûr, en utilisant le numéro de port. D'accord, numéro de port, ça concerne le service ou l'application, comme j'ai dit, 80, ça concerne le web, 25, c'est le courrier électronique. Donc, pare-feu physique, c'est un équipement. Donc, équipement installé entre le réseau interne et le réseau externe. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non? D'accord. Donc, il y a un autre outil de sécurité, c'est les systèmes de détection d'intrusion en France. D'accord? Les IDS, systèmes de détection d'intrusion. Donc, c'est quoi un système de détection d'intrusion? Bon, ça permet, son rôle, c'est quoi? C'est de repérer ou bien détecter tout type de trafic. Donc, trafic, vous connaissez, c'est les paquets de données. Donc, repérer ou bien détecter tout type de trafic qui peut être malveillant. Peut être malveillant ou bien suspect. D'accord? Par exemple, une attaque d'un virus, un débit qui est très important. D'accord? Une tentative d'intrusion. Donc, avant de commencer, j'ai mis ici un exemple. Donc, pour un IDS, c'est quoi l'exemple? C'est une caméra de sécurité. Donc, si je prends une caméra de sécurité qui est placée dans un endroit stratégique, qu'est-ce qu'elle va faire la caméra? Elle va capturer tous les mouvements. D'accord? Donc, elle va filmer quelqu'un qui est en train de voler, mais elle ne peut pas l'arrêter. Donc, c'est ça le rôle d'un IDS. Donc, il va surveiller. Donc, son rôle, c'est de surveiller. Surveiller tout comportement malveillant. Donc, ici, il n'y a pas les règles. Donc, on va voir par la suite c'est quoi la différence entre firewall. Vous allez me dire c'est quoi je vais expliquer les IDS et vous allez me dire c'est quoi la différence entre tous. Les deux sont des outils de sécurité. Essayez de comprendre pour me dire après c'est quoi la différence entre un IDS et un firewall. Donc, IDS, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme une caméra. Elle va surveiller. Elle ne peut pas arrêter le voleur. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? On peut par la suite analyser les images qu'elle capture et on va prévenir donc elle prévient. D'accord? Donc, son but, c'est de détecter les attaques et de se défendre avant l'attaque.
d'accord, avant qu'on puisse causer des dommages, c'est-à-dire à un stade précoce. Donc, IDS, il est nécessaire. Il peut être installé pour surveiller ou bien sur un appareil séparé, sur le système ou bien sur un appareil, c'est-à-dire la machine elle-même. Donc, il analyse toutes les activités du réseau. Ici, il n'y a pas les règles. Il va regarder les activités. J'ai donné des exemples. Il va regarder est-ce qu'il y a des attaques, est-ce qu'il y a le débit, les commandes utilisées. D'accord? Cela permet à l'utilisateur de pouvoir réagir. D'accord? Lorsqu'il y a une attaque. Donc, je vais parler des types IDS. Après, je vais expliquer comment on détecte avec un IDS, comment on détecte une attaque. Donc, il y a plusieurs types d'IDS selon les activités, parce que IDS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surveiller les activités, d'accord? Il ne va pas surveiller, il peut surveiller les paquets comme un firewall. Il va voir les paquets qui transitent, mais pas pour appliquer des règles. Il va surveiller les activités soit du réseau ou bien d'une machine. Lorsqu'il va surveiller une application du réseau, on va parler de NIDS, Network IDS. Lorsque je vais surveiller les activités d'une machine donnée, je vais dire host IDS. D'accord? Un système de détection de type hôte d'une machine donnée. D'accord? NIDS, c'est pour surveiller l'état de la sécurité du réseau. Donc, voilà, ici, un exemple. Donc, ici, j'ai mis un pare-feu et un IDS, mais je peux utiliser seulement le NIDS ou bien seulement le pare-feu. Donc, j'ai trouvé cette image là où on utilise les deux parce que, bon, je ne vais pas dire ça. Donc, ça, c'est le NIDS. C'est un IDS, système de détection d'intrusion, qui surveille l'état de la sécurité du réseau. Je peux le placer soit avant le firewall ou bien après le firewall. D'accord? Avant et après. C'est-à-dire, j'ai mon réseau, j'ai un IDS. Après, je vais placer le pare-feu avec Internet. Sinon, je vais placer d'abord le pare-feu ou bien après le NIDS, c'est-à-dire le flux va passer par le pare-feu, ensuite va passer par le NIDS ou bien l'inverse. D'accord. C'est quoi le rôle d'un IDS? Il va surveiller les activités. Je vais vous donner des exemples sur les activités. J'ai donné des exemples. Par exemple, un virus. S'il y a un virus donné, parce que les virus, bon, s'il y a un virus, s'il y a un trafic qui est suspect, c'est-à-dire c'est non ordinaire, le paquet qui est suspect, d'habitude, on ne reçoit pas ce type de paquet, mais il n'y a pas les règles ici, d'accord? Donc c'est un trafic qui peut être suspect. Donc dans ce cas-là, un IDS, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va alerter. D'accord? Parce que un IDS, ou bien un IDS en général, parce que un IDS c'est network, le IDS, il s'appuie sur une norme. D'accord? Une norme. Donc, lorsqu'on va sortir de la norme, on va lancer une alerte. Donc, je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que c'est la norme. Par exemple, pourquoi je n'ai pas donné des exemples? Parce que ça concerne le HIDS, les exemples que j'ai ici. HIDS, j'ai dit, c'est quoi un HIDS et je reviens sur les exemples. HIDS, c'est un IDS qui est placé pour chaque machine. D'accord? Donc, NIDS, vous voyez ici NIDS, je peux utiliser un IDS pour un réseau. Voilà un réseau, par exemple, qui est composé de 2 machines. Un IDS pour chaque réseau. Et on a un H, je ne sais pas si c'est clair le dessin ici. On a un IDS pour chaque réseau. Donc, ça, c'est un réseau, ça, c'est un réseau. Et on a un HIDS pour chaque machine. Donc, qu'est-ce qui va HIDS, le hôte?
surveille l'état de la sécurité d'un hôte, d'une machine donnée. Donc, j'ai dit que le IDS, il va surveiller les activités, d'accord? Par exemple, HIDS, il va surveiller l'état de la sécurité des hôtes. C'est-à-dire quoi l'état ou bien l'activité? Un exemple, c'est les ressources dans une machine de données, les ressources consommées. Par exemple, d'habitude, dans votre machine, vous allez consommer les 50%, 60% des ressources. Dans une journée donnée, vous allez consommer 90% par exemple des ressources. Donc, ça, c'est un événement ou bien c'est une activité qui est non ordinaire. Ça peut être ordinaire, d'accord, entre parenthèses, parce qu'un IDS, il n'est pas fiable à 100%, bien sûr. Donc, ça, c'est parmi les inconvénients, parce qu'il y a des faux positifs. Des fois, il nous annonce une alerte, alors que c'est un utilisateur légitime et c'est une action légitime, bien sûr. Mais nous, on est en train de voir les activités ici qui peuvent être suspectes. Donc, il y a, parmi les exemples, il y a les ressources consommées, c'est-à-dire je consomme plus que d'habitude. Il y a le nombre d'utilisateurs dans une machine. Par exemple, le nombre d'utilisateurs qui accèdent à une machine. D'habitude, il y a 2 utilisateurs qui accèdent. Par exemple, dans une entreprise, il y a un utilisateur qui travaille le matin avec son nom d'utilisateur et il y a un autre de... Donc, le nombre a augmenté. Nombre de listes des processus. Donc, il y a la liste de processus. On peut récupérer le nombre. Donc, il y a des commandes qui peuvent récupérer. Donc, on va surveiller ce nombre. Si le nombre va augmenter d'une manière brusque, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une attaque. D'autres exemples, l'horaire et la durée des connexions. Par exemple, si dans une entreprise d'habitude, sur cette machine-là, il y a les connexions de 8h à 16h par exemple, il y a une utilisation, par exemple, à 22h, par exemple. Donc, on va alerter le système ou bien l'utilisateur. Donc, le système d'alerte, soit on envoie un message à l'administrateur ou bien un SMS, ou bien c'est un fichier log qui va être enregistré. D'accord. L'essentiel, alerter après les... Donc, les commandes utilisées aussi, c'est un autre exemple, les commandes utilisées. Donc, d'habitude, j'utilise un certain nombre de commandes. Donc, si j'utilise une autre commande que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, donc, ça, c'est un exemple de suspect. D'accord? Les programmes activés. Donc, c'est-à-dire, l'IDS, je résume, l'IDS s'appuie sur une norme. C'est-à-dire, il y a le nombre d'utilisateurs, c'est une norme, par exemple, ça ne va pas dépasser 3, il y a les ressources consommées, ça ne va pas dépasser 60, par exemple. C'est une norme sur une machine donnée. Si je sors de la norme, le IDS va alerter le système, va alerter l'administrateur, il va lancer l'essentiel, il va lancer une alerte. L'alerte, ça risque de bloquer un trafic qui est légitime. Ça, c'est un inconvénient. Mais ça peut alerter quand même pour prévenir d'une attaque qui peut arriver. D'accord. Donc, donc ici, il y a les types d'IDS. Selon l'emplacement, on avait parlé de ça. Il y a HIDS pour dire hot pour chaque machine, NIDS pour network, pour le réseau lui-même. D'accord. AIDS, AIDS, c'est pour une application. D'accord. AIDS, on parle rarement de AIDS, donc c'est un IDS qui est utilisé pour chaque application en particulier. D'accord. On n'utilise pas vraiment ça. Il y a les IPS aussi. Donc, il y a IDS et il y a IPS. IPS, c'est quoi? C'est un système de prévention d'intrusion. Prévenir. Parce que le IDS, qu'est-ce qui permet de faire IDS? Donc, ça détecte. Il n'agit pas, n'est-ce pas? Il va alerter.
Le IPS, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, IPS, c'est un système de prévention d'intrusion. D'accord? Donc, différence entre IDS et IPS, c'est que l'IDS, il analyse une copie des données. Par exemple, NIDS, Network, il va analyser une copie des paquets qui passent sur le net. D'accord? Parce que le NIDS, il surveille les paquets sur le réseau. D'accord? Donc, il va agir sur une copie. Tandis que le IPS, il n'analyse pas une copie des données, mais il analyse les données réelles qui passent en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le IPS? Il va stopper le trafic. D'accord? Il va stopper le trafic qui est suspect. D'accord? Tandis que IDS, il n'agit pas. Il va alerter. IPS, il va stopper. D'accord, qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Donc, les méthodes de détection. Donc, il y a deux approches pour les IDS, soit HIDS ou bien un IDS. Donc, il y a une approche par signature ou bien une approche comportementale. Je commence par comportemental parce que j'ai déjà expliqué. Comportemental ou bien on appelle ou anomalie. D'accord, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle consiste à détecter une activité qui est suspecte dans le comportement. Par exemple, la taille de paquet qui est inhabituelle, un programme activé qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, les ressources consommées, le nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est le comportement, tout ça. Nombre de listes de processus, le nombre augmente ou bien diminue, je ne sais pas. Généralement, ça augmente. Les ressources consommées qui augmentent. D'accord? Donc ça, c'est le comportement. Approche comportementale. Il y a l'approche par signature. Donc ça, c'est une technique pour détecter. Il y a une approche par signature ou bien par scénario, on appelle par scénario. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est qu'elle permet de détecter des signatures d'attaque. Je détecte des signatures, d'accord? Dans les paquets qui circulent sur le réseau. C'est quoi cette approche? Donc, c'est le même principe des virus, d'accord? Parce qu'un virus, comment je détecte un virus? Qui peut me dire? Un antivirus, comment il va détecter un virus? Est-ce que quelqu'un pourra me dire? Comment on détecte ou bien comment on élimine? Si j'utilise un antivirus, comment je vais l'éliminer? Comment je détecte que ma machine est virusée, à part la lourdeur ou bien les fenêtres ou c'est-à-dire le comportement qui est anormal? Un spécialiste de sécurité, comment il va détecter une attaque par virus? Virus vers cheval de Troie. Je ne savais pas. Donc, oui, ils n'ont pas de signature, c'est-à-dire la je n'ai pas compris, ils n'ont pas de signature. Bon, un virus, c'est ça, c'est par signature. Un virus, mais pourquoi vous allez me dire, est-ce que vous voir les données qui sont rentrées? Oui, voir les données qui sont rentrées. Mais comment on peut savoir que les données sont virusées? Ça peut être des données... bon. Comment on peut détecter que notre fichier est virusé? Ou bien les virus, c'est la même chose qu'un virus humain dans la santé. Donc, un virus, un fichier ou bien un document qui est attaqué par un virus, donc il y a une signature. On va insérer une signature dans ce document, ou bien fichier, ou bien... D'accord? C'est-à-dire, pourquoi on va insérer une signature? C'est parce qu'il est infecté. D'accord? C'est pour
pour dire que ce fichier est infecté, c'est pas la peine parce que sinon le virus va infecter des fichiers et réinfecter les mêmes fichiers. D'accord? Pour que le virus soit plus vulnérable, plus comment dire, dangereux, il va vérifier. Généralement, c'est comme ça que les virus, donc il va insérer une signature et chaque virus, bien sûr, a une signature différente. Donc, il va insérer une signature pour dire que c'est bon, j'ai infecté ce fichier, c'est pas la peine de le réinfecter. Je vais regarder les autres fichiers. D'accord? Donc, il va insérer. Et les antivirus, ils vont rechercher la signature et la signature indique aussi le type de virus. D'accord? Elle va rechercher la signature pour éliminer le virus. D'accord. Pourquoi les antivirus il y a la mise à jour des antivirus? Parce qu'il y a toujours les nouveaux virus. Donc, nouveau virus, c'est-à-dire nouvelle signature. D'accord. Je cherche la nouvelle signature, bien sûr, nouvelle méthode pour éliminer le virus. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il y a des nouvelles signatures que je dois rechercher et de nouvelles méthodes pour éliminer le virus. Donc, c'est le même principe ici. Il y a des signatures pour chaque atteinte, pour chaque événement suspect. D'accord? Il y a une base de données de signatures, base de données d'attaque. Donc, il y a une base de données de signatures pour les virus, il y a une base de données de signatures pour les attaques. La même chose pour un antivirus. Donc, je vérifie est-ce que la signature existe ou pas. D'accord? Dans les paquets. Donc, par exemple, le snort ici, le snort, juste une remarque, j'ai parlé de IDS et de IPS. Donc ici, l'emplacement HIDS, NIDS, AIDS, la méthode de détection, soit par signature ou par comportement. D'accord? Par comportement, oui. J'ai parlé de IDS et IPS. Donc, un IDS peut être en même temps, il peut détecter et prévenir, d'accord? Il peut être un IDS et un IPS. Par exemple, Snort, c'est un logiciel qui existe sur le net, vous pouvez l'utiliser et l'essayer, d'accord? Un Snort, c'est un IDS. Et plus précisément, c'est un IDS. D'accord? Un IDS. Donc, il est très simple. Donc, si vous avez un réseau, il est placé à l'entrée du réseau pour analyser les paquets qui passent. D'accord? Il recherche les anomalies, c'est-à-dire il recherche les signatures. D'accord? Il recherche les signatures. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple de signature. Donc, ça, c'est une attaque sur le port 55. Donc, ça, c'est une signature qui existe dans la base de données. Donc, Snort, ce logiciel Snort, il est très utilisé. Il est très utilisé, installé, configuré. Il faut l'installer et le configurer. Pourquoi il est populaire dans le marché? Pourquoi? Parce qu'il a une base de données de signatures d'attaque, d'accord? Et en même temps, la base de données de signatures, elle est, comment dirais-je, on peut écrire, c'est-à-dire, je vais installer mon outil Snort, je vais l'installer et le configurer dans mon réseau, et je pourrai par la suite insérer mes propres signatures selon ma sécurité, dans mon entreprise, je vais insérer les signatures, d'accord, mes propres signatures. Donc, c'est-à-dire, c'est un système ouvert. C'est pas comme les autres, il y a des signatures qui existent, c'est bon. Donc ici, non, il y a des signatures qui existent et il y a aussi possibilité d'écrire ses propres règles. D'accord? C'est tout. Bon. Donc, il y a l'outil Snort, il y a l'outil Cabler.
D'accord. Câbleur. Donc, l'outil Snort, son rôle, ou bien la méthode de Snort, c'est de voir les signatures, de détecter les signatures, tandis que Câbleur, il utilise le comportement. D'accord. La méthode comportementale, c'est-à-dire... donc, cette méthode est différente de Snort. D'accord, parce qu'il ne voit pas comment se déroule l'attaque. Il ne va pas voir les signatures et tout, mais les conséquences, c'est-à-dire le comportement, par exemple, les ressources consommées, nombre de listes de processus. D'accord, par exemple, hein, l'exemple ici que j'ai donné de comportement, donc il y a l'outil câbleur, donc c'est un HIDS, parce que généralement c'est le HIDS, d'accord, le HIDS qui permet qui utilise la méthode comportementale, parce que le comportement, il est sur une machine, tandis que l'outil ou bien l'outil NIDS permet de vérifier des signatures ou bien utiliser la méthode des signatures. Pourquoi? Parce que le NIDS, il permet de vérifier et de surveiller le trafic, les paquets. Et dans les paquets, je cherche la signature. D'accord? Je ne cherche pas le comportement. Je peux aussi utiliser la méthode comportement des fois dans le NIDS, mais seulement dans la taille de paquet. Si la taille de paquet augmente, parce que dans les entreprises, comment on gère ça? J'accepte une taille, je vais utiliser un seuil. Je limite la taille de paquet. Si ça dépasse un seuil, je vais bloquer. Donc, si c'est un IPS, comme Smart, c'est un IPS, il peut bloquer le paquet qui dépasse une taille. Donc, câbleur, oui, c'est pour vous donner l'exemple du comportement. Parce que câbleur, le Smart, c'est un outil, c'est un NIDS. Il utilise la méthode par signature. Ici, câbleur utilise la méthode comportementale. L'exemple, c'est quoi? Si je prends le fichier etc password qui contient les mots de passe, donc sur Linux, d'accord? Il contient les mots de passe. Donc, s'il y a un programme qui va lire ce fichier, il va le lire et le copier, d'accord? On va alerter ou bien le bloquer, d'accord? Alerter et par la suite, on va... Donc, si c'est un utilisateur ou bien un administrateur légitime, donc on va laisser. Donc, sinon, on doit l'alerter parce que ce comportement-là, donc il va lire ce fichier et copier, donc c'est un comportement qui est suspect. D'accord. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un pourra me dire c'est quoi la différence entre un firewall et un IDS? Bien, IPS. Firewall et un IPS. IPS, c'est-à-dire bien IDS, comme vous voulez, pour voir ce que vous avez compris un peu. J'ai trop tardé sur ce chapitre. Hein. Je vais voir ce que j'ai enregistré ici. Donc, est-ce que quelqu'un pourra me dire c'est quoi la différence entre les deux? Vous n'avez pas compris. IDS détecte seulement. IDS détecte seulement. Firewall block. Oui. IPS, c'est pour les alertes. Me dit. Bon, Benzriba me dit IDS détecte seulement. C'est correct. Et me dit que le firewall block. Ça, c'est une différence. D'accord, entre IDS et le firewall. Firewall va regarder les paquets, il va bloquer carrément. Donc, si, selon une règle, le port, par exemple, l'adresse de destination n'est pas
elle est dans la règle, je vais le bloquer, je le bloque directement. Tandis que l'IDS, je regarde et je vais avoir une alerte. Dahmani me dit, pour le parfois, on lui donne des règles, mais pour le IPS, IDS, on surveille et bloque, et non selon le type. Oui. Donc, d'abord, la première différence, c'est que IDS, donc si je fais la différence avec IDS, IDS alerte seulement. Mais IPS, il agit. Si je fais la différence, IDS, firewall agit, bloque. IDS, non, il surveille seulement. Mais si c'était un IPS, parce que au début, c'était seulement les IDS. Ces dernières années, les IDS contiennent un outil IPS, c'est-à-dire un IDS peut être un IPS, c'est-à-dire il peut détecter et bloquer. D'accord, bloquer. Mais est-ce que c'est la même chose si je parle IPS firewall? Donc Sonia me dit firewall assure une protection contre les attaques, alors que IDS détecte les attaques. Oui, vous dites toujours la même chose. Assure, c'est-à-dire il agit, il bloque, il ne va pas regarder. J'ai donné l'exemple de la caméra. L'IDS va regarder le voleur, mais elle ne va pas l'arrêter. Mais maintenant, les IDS ont une méthode qui prévient, qui stoppe. C'est-à-dire s'il y a une activité suspecte, elle permet par exemple, de bloquer le trafic ou bien d'arrêter, de fermer, d'arrêter l'activité. Par exemple, l'application, elle va bloquer l'application. D'accord? Elle peut agir. Il peut agir en temps réel, en stoppant, par exemple, le trafic, en bloquant les ports. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux? Si IPS ici, j'ai donné la différence entre les deux, c'est ce que vous avez expliqué. La différence fondamentale, c'est que le pare-feu offre une protection active, c'est-à-dire il agit contre les attaques, alors que les IDS peuvent déclencher seulement une alerte et détecter les attaques. Et si je parle de IPS, donc IPS aussi permet de détecter les attaques et les bloquer. D'accord. Firewall. Est-ce qu'il y a une différence entre IPS et firewall? Même si les deux réagissent, donc le IDS détecte les attaques et les bloque, et le firewall permet de filtrer les accès. D'accord? Il permet de filtrer les accès en définissant les communications ou bien les paquets autorisés et les paquets non autorisés. D'accord? Selon les règles. Les communications interdites et les communications autorisées. Donc, il y a une différence. Donc, le firewall permet il filtre. Donc, c'est un filtre. Donc, et c'est un filtre des paquets qui sont autorisés et des paquets qui ne sont pas autorisés. Tandis, même s'ils sont, comment dirais-je, même si ce n'est pas une attaque, donc il filtre. Par exemple, si je ferme le port 80, celui du web, même si ce n'est pas un paquet qui est, c'est pas une attaque, c'est pas un virus, donc je vais le bloquer. D'accord? Mais IPS, il va détecter que c'est un problème, il va le bloquer. Le firewall, c'est selon une règle donnée. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon, j'ai oublié qu'est-ce que j'allais dire. Bon, oui, qu'est-ce que j'allais dire? C'est que les deux outils, ils sont complémentaires, les deux outils. Les pare-feux et un IDS. C'est pour ça, c'est mieux dans une entreprise donnée, c'est mieux d'utiliser, il est préférable d'utiliser les deux outils, un pare-feu et un IDS. Un pare-feu et un IDS. Donc ici, vous avez le réseau, d'accord? Donc si le flux sortant, donc il va ici, le pare-feu va bloquer donc soit sortant ou bien entrant, les paquets qui vont passer par la suite par un IDS.
D'accord? Donc, il y a soit cette méthode ou bien cette méthode. Donc, vous pouvez faire une petite recherche. Donc, lesquelles des méthodes, c'est quoi la différence entre les deux méthodes? C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable d'utiliser un pare-feu d'abord, ensuite un IDS? Je ne vais pas répondre ici. Donc, vous pouvez faire une petite recherche et me répondre la prochaine fois. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser d'abord le pare-feu ou bien d'utiliser d'abord le NIDS? Il y a une différence. Donc, ici, il va filtrer, il va filtrer les données selon des règles. Après le NIDS, il va regarder les paquets pour voir le comportement et la taille des paquets, par exemple. D'accord? Donc ici, par exemple, un pare-feu, il ne va pas regarder la taille de paquet, il va regarder seulement selon les règles que j'ai placées. J'ai mis ici, regardez qu'est-ce qu'il va regarder dans les règles. Il va regarder est-ce que c'est accepté ou bien non autorisé. L'IP source, IP destination, le protocole, le port utilisé, le port. Donc, le port qui est autorisé ou qui n'est pas autorisé. D'accord? Donc, est-ce qu'il est préférable d'utiliser d'abord dans notre réseau un pare-feu ou bien un IDS? Ou bien c'est quoi la différence entre les deux? Entre utiliser un pare-feu ou bien d'abord ou bien un IDS? Ok. Donc, je voulais commencer l'autre chapitre, mais je crois que je vais m'arrêter là. Donc, il y a une question ici. C'est quoi la meilleure configuration, firewall IDS ou bien IDS firewall? Donc, vous allez me répondre, d'accord? Soit par mail ou bien la prochaine fois. Essayez de voir c'est quoi la différence entre les deux et c'est quoi la meilleure. Donc, il n'y a pas une meilleure. Bon, essayez de chercher, de faire une petite recherche. Benzriba me dit IPS utilise la même méthode que IDS, oui, pour la détection, mais le IPS peut agir, oui. Donc, IPS, c'est un IDS. D'accord? C'est un IDS, mais qui agit, soit comportement ou bien signature. Généralement, si c'est pas qu'un IDS, c'est signature. Et HIDS, c'est comportement, mais on peut utiliser les... Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, la dernière question de votre camarade Benzriba, donc c'est à vous de rechercher, on va discuter la prochaine fois. La prochaine fois, bon, je vais m'arrêter là si vous n'avez pas de questions. Donc, on ne va pas faire TD cette semaine, on va commencer. Donc, la semaine prochaine, on va faire le cours les lundis, d'accord? À 13h. Donc, je vais faire le cours et après le TD. À quelle heure vous faites vous avez base de données, TD et cours, lundi aussi? À quelle heure vous faites le cours? Vous avez fait déjà cours? Base de données, BD. Le matin à 8h30. Pardon? Le matin à 8h30. Très bien. On va faire l'après-midi alors. Cours et TD, cours après TD. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, allez, bonne journée. Merci.